Cette présentation est consacrée à l'utilisation des pièges photographiques ou caméra trap en anglais pour l'inventaire et le suivi de la faune sauvage. L'auteur de cette présentation est le Dr Simon Loest de l'Université de Liège Agrobiotech. Je vais vous en faire l'exposé aujourd'hui. Les pièges photographiques constituent un outil aujourd'hui largement utilisé en conservation, aussi bien en milieu tropical que tempéré. Nous verrons successivement les principes généraux de l'utilisation de cet outil, la planification d'un inventaire, le déploiement sur le terrain des caméras, puis la gestion et l'analyse des données. L'objectif est de vous fournir une vision à la fois méthodologique et opérationnelle, directement applicable sur le terrain. Démarrons avec une introduction générale. Le suivi des populations animales dans le temps et dans l'espace constitue un pilier central de toute stratégie de conservation. Le choix d'une méthode d'inventaire dépend toujours du contexte, l'environnement, les espèces ciblées, mais aussi les ressources humaines et financières disponibles. Les pièges photographiques se sont progressivement imposés comme une alternative robuste aux méthodes traditionnelles, notamment en forêt dense. Les pièges photographiques présentent de nombreux avantages pour réaliser des inventaires de la faune. Il s'agit d'une méthode non invasive permettant de couvrir de vastes zones pendant de longues périodes avec un effort humain relativement limité. Ils réduisent fortement les biais liés à la présence de l'observateur et permettent de documenter des espèces rares, cryptiques, nocturnes ou difficiles à observer. En revanche, cette méthode comporte aussi des limites. Elle concerne essentiellement les espèces arboricoles ou celles à sang froid, implique un risque de vol du matériel et génère des volumes de données parfois longs à traiter. Un piège photographique, aussi appelé camera trap, est un appareil photo ou vidéo autonome placé sur le terrain et qui se déclenche automatiquement lors du passage d'un animal dans une zone de détection prédéfinie. Il permet d'obtenir des observations directes et documentées de la faune terrestre. Bien que de nombreux modèles existent sur le marché, tous reposent sur un principe de fonctionnement commun, combinant détection de mouvement et capture d'images ou de vidéos. Un piège photographique se compose de plusieurs éléments essentiels. On y retrouve un capteur infrarouge passif ou capteur PIR, chargé de détecter les variations de température associées au mouvement. Un objectif de qualité permet de capturer des images nettes, de jour comme de nuit, généralement à l'aide d'un flash infrarouge. L'appareil intègre également une console de commande pour le réglage des paramètres, un emplacement pour la carte mémoire, ainsi qu'un compartiment pour les piles, rechargeables ou non. L'ensemble est protégé par un boîtier conçu pour résister aux conditions du terrain. Le fonctionnement d'un piège photographique repose principalement sur un détecteur de mouvement à infrarouge passif appelé capteur PIR. Ce capteur mesure l'énergie infrarouge émise par l'environnement. Lorsqu'un animal dont la température de surface diffère de celle du milieu ambiant se déplace dans le champ de détection, cette variation est captée par des capteurs pyroélectriques. Les changements rapides de température génèrent une variation de tension électrique, interprétée par l'appareil comme un mouvement, déclenchant alors la prise de photos ou de vidéos. Les modèles récents sont conçus pour être discrets, avec un déclenchement silencieux et des flashs infrarouges invisibles. La probabilité de détection d'un animal dépend fortement de sa trajectoire par rapport au piège photographique. Les capteurs sont généralement plus sensibles au déplacement tangent, c'est-à-dire parallèle à l'objectif, qu'au déplacement direct vers la caméra. La sensibilité est également plus faible en bordure de la zone de détection et les animaux de grande taille sont détectés à des distances plus importantes que les petits. Enfin, l'installation à l'ombre est recommandée afin de limiter les déclenchements intempestifs liés aux variations de température causées par l'ensoleillement. Deux caractéristiques techniques conditionnent directement les performances d'un piège photographique, l'angle de détection et la distance de détection. Ces deux paramètres définissent la zone au sein de laquelle un mouvement peut être détecté par l'appareil. En pratique, cette zone correspond à un triangle de détection dont la forme dépend du modèle de caméra et du réglage de ses capteurs. Une bonne compréhension de ces paramètres est essentielle pour positionner correctement le piège sur le terrain. Sur cette image,
nous retrouvons notre triangle de détection et les différents paramètres qui le caractérisent. Premièrement, nous avons le champ de vision, représenté ici en rouge. Il s'agit de la zone qui sera photographiée par l'appareil photo à chaque déclenchement. Vous noterez que la zone de détection, représentée ici par le triangle blanc, est quant à elle plus large que le champ de vision. Cela permet aux animaux situés en bordure du champ de vision de la caméra de déclencher l'appareil, même s'ils ne sont pas complètement entrés dans celui-ci. Ensuite, vous avez des paramètres comme la distance de détection qui est exprimée en mètres. Il s'agit de distance la plus éloignée à laquelle un animal peut déclencher la caméra. Et enfin, notre triangle aura donc une surface de détection. Tous ces paramètres, mais aussi la sensibilité des capteurs, la qualité optique, la fiabilité du matériel ou encore l'autonomie des piles sont importants au moment de choisir votre modèle de piège photographique. Sur cette diapositive, vous retrouverez tous les éléments qu'on retrouve sur la face avant d'un piège photographique. Vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous souhaitez en prendre connaissance. Et ici, les éléments de la console de commande pour le réglage des paramètres. Je passe rapidement sur cette diapositive. Vous pouvez aussi mettre en pause si vous souhaitez les regarder plus tranquillement. Après avoir présenté les principes de fonctionnement et les caractéristiques des pièges photographiques, nous allons maintenant aborder la phase de planification de l'inventaire. Dans cette section, nous allons passer en revue les principales étapes nécessaires à la préparation d'un inventaire par piège photographique. Un inventaire par piège photographique repose sur une succession d'étapes clairement définies. Il débute par la définition des objectifs et la conception de l'échantillonnage, suivi par la commande du matériel et la préparation de la mission de terrain. Viennent ensuite les phases de passe de déploiement sur le terrain et après un certain délai de récupération des données, on arrive alors dans la phase de traitement des données où l'on va identifier les espèces qui ont été photographiées, puis enfin de l'analyse. Chacune de ces étapes est interdépendante. Une erreur ou une approximation en amont peut avoir des conséquences importantes. Nous allons passer en revue ces différentes phases dans ce qui suit. Les pièges photographiques peuvent être utilisés pour répondre à une grande diversité d'objectifs en écologie et en conservation. Ils permettent d'étudier, par exemple, la distribution et l'abondance des espèces, la composition des communautés animales, ainsi que le comportement et les rythmes d'activité. Cette diversité d'applications implique l'existence de protocoles et de méthodologies de déploiement variées, adaptées à chaque question de recherche. Je vais vous parler d'un exemple d'application avec le réseau TEAM pour Tropical Ecology Assessment and Monitoring. TEAM constitue un exemple de protocole standardisé d'inventaire phonique par piège photographique. Il s'agissait d'un réseau international de nombreux sites tropicaux, comme vous le voyez sur cette carte, visant à suivre les changements à long terme des communautés de vertébrés terrestres. Le protocole TEAM repose sur une méthodologie harmonisée où tous les sites utilisent les mêmes protocoles permettant la comparaison des résultats entre sites et entre années. L'objectif principal du protocole TEAM est donc de suivre l'évolution des communautés de vertébrés terrestres vivant au sol. Il repose sur un compromis méthodologique à l'échelle pantropicale entre la détection des espèces à large domaine vital et celle à domaine vital restreint. Ce compromis implique un effort d'échantillonnage standardisé, suffisamment élevé pour détecter la majorité des espèces présentes. Concrètement, le protocole TEAM prévoit le déploiement simultané de 60 à 90 pièges photographiques par site. Les inventaires sont réalisés sur une période d'un mois, idéalement à la même saison chaque année. Les pièges sont disposés selon une grille systématique avec des caméras espacées d'environ 2 km. La majorité des espèces présentes sur un site, à l'exception des plus rares, sont généralement détectées après un effort cumulé d'environ 1000 caméras jour. La première étape de la planification spatiale consiste à définir précisément la zone d'étude. Une fois la zone d'étude définie, l'étape suivante consiste à positionner la grille systématique de pièges photographiques. Cette grille est générée à l'aide d'un système d'information géographique tel que QGIS. La distribution des points
où seront positionnées les caméras dans la zone d'étude est réalisé de manière systématique. Typiquement, rappelez-vous que nous les espacerons d'approximativement 2 km. On peut placer les caméras au centre d'un carré ou d'un hexagone, les placer de manière alterne d'une ligne à l'autre. Pour des questions de facilité, nous recommandons de les placer au centre de chaque cellule d'une grille de cellules carrées. Une fois la grille d'inventaire définie, les coordonnées théoriques des pièges photographiques sont extraites généralement dans le format GPX afin d'être chargées dans le GPS. Vous trouverez en description un lien vers un tutoriel détaillé décrivant les étapes de création de cette grille systématique. Le transfert des données de QGIS vers le GPS est le lien entre la planification et le déploiement sur le terrain. À cette étape, nous chargerons les points théoriques directement dans le GPS utilisé par la ou les équipes. Ici également, nous avons un tutoriel décrivant la gestion d'un GPS et sa connexion avec QGIS. Le lien se trouve en description ou dans les supports annexes. La préparation d'un inventaire par piège photographique nécessite une anticipation rigoureuse du matériel à commander. Il existe des magasins en ligne spécialisés tels que TrailCampPro ou piègephotographique.fr qui peuvent vraiment vous fournir en matériel de très bonne qualité. Le matériel inclut bien entendu les pièges photographiques eux-mêmes, mais aussi les cartes mémoire, les sangles de fixation et, le cas échéant, les boîtiers de protection. Des équipements complémentaires tels que des câbles anti-vol ou des boîtiers métalliques sont parfois nécessaires en fonction du contexte de terrain, du risque de vol, de la présence d'éléphants ou du poids que les équipes de terrain pourront transporter. Une petite note ici sur le choix des piles. Alors, les piles au lithium sont généralement privilégiées pour les inventaires de longue durée, et ce en raison de leur excellente autonomie. Elles présentent toutefois des contraintes, notamment en termes d'impact environnemental et de transport aérien. Les piles alcalines à longue durée de vie, malgré ce que leur nom indique, représentent une alternative uniquement pour des inventaires plus courts, où les caméras seront déployées que pour quelques jours à quelques semaines. Les piles rechargeables, quant à elles, nécessitent tout d'avoir un endroit pour les recharger, mais perdent quand même en autonomie après quelques cycles de recharge. En complément du matériel principal, de petits matériels sera nécessaire pour assurer le bon déroulement de l'inventaire. Vous en trouverez une liste ici. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause quelques secondes pour mieux en prendre connaissance. Avant toute installation sur le terrain, il est indispensable de vérifier et de configurer correctement chaque piège photographique. Voulez-vous que, lorsqu'il y a un déclenchement par un animal, la caméra prenne des vidéos ou des photos? Si vous choisissez des rafales de photos, combien de photos pour chaque rafale? Après combien de temps considérez-vous que c'est un autre animal qui est à l'origine du déclenchement? Cette phase inclut donc le paramétrage des options de déclenchement, de résolution des images et de gestion de l'énergie. Un arbre de décision comme celui-ci peut être utilisé pour harmoniser les réglages entre tous les appareils du dispositif. Petit retour d'expérience. Ne passez jamais du mode on au mode Setup directement. Il faut toujours éteindre l'appareil en la mettant sur Opt-Off. Ensuite, lors de votre inventaire, vous aurez aussi besoin de fiches de terrain pour assurer la traçabilité des données et inclure des métadonnées aux photos qui seront prises. Ces fiches permettent de documenter précisément le lieu d'installation des caméras et les paramètres de ceux-ci. Encore une fois, vous trouverez en description ou dans les annexes un lien vers une version modifiable d'une fiche de terrain typique. Enfin, un petit mot sur le coût que cela représente de réaliser un inventaire par piège photographique. Bien entendu, cela dépend de nombreux facteurs, notamment du nombre de caméras, de la durée de l'inventaire et du contexte logistique. On estime qu'un inventaire phonique par piégeage photographique selon le protocole TIM représente un travail de 84 à 112 hommes-jours et un budget situé entre 7 400 € et 12 000 €. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la publication de David Fontaine et ses collaborateurs en 2021. Les estimations présentées ici considèrent que le matériel de base est déjà disponible et elles n'incluent pas les coûts liés au personnel ou à l'encadrement.
Section 3. Déploiement. Jusqu'ici, nous avons parlé des concepts généraux dans la section 1 et de l'étape de préparation de l'inventaire dans la section 2. Nous allons maintenant discuter dans cette troisième section de la phase de déploiement sur le terrain des pièges photographiques. Cet exposé étant relativement long, je vous recommande de mettre cette vidéo en pause avant de poursuivre. Le choix du lieu d'installation d'un piège photographique est déterminant pour la qualité des données collectées. Une fois arrivé au point théorique indiqué par le GPS, il est recommandé d'observer l'environnement immédiat et repérer des choses telles que les lignes de crête, les cours d'eau ou les pistes animales. Une zone tampon, généralement comprise entre 50 et 100 mètres autour du point théorique, est ensuite explorée. L'objectif est de sélectionner l'emplacement qui offre la plus forte probabilité de passage des espèces ciblées, tout en évitant une exposition directe au soleil. On y cherchera un arbre pouvant servir de support au piège photographique. Lors de l'installation, la caméra est généralement positionnée à une distance de 2 à 4 mètres de la piste animale. Cette distance permet d'inclure une large portion de la zone de passage dans le champ de détection. On évitera de positionner la caméra de manière perpendiculaire à la piste animale, mais plutôt de placer le champ de vision en diagonale de la piste. Un positionnement inadéquat peut entraîner des faux négatifs, c'est-à-dire le passage d'animaux non détectés par l'appareil. Une fois qu'on a choisi l'arbre sur lequel nous attacherons la caméra, nous ferons attention à l'inclinaison de l'appareil. En effet, l'orientation et la hauteur du piège photographique influencent directement la qualité des images obtenues. Pour un suivi global de la faune terrestre, la caméra est généralement placée à hauteur de genou, soit environ 30 à 50 cm du sol. L'appareil doit être orienté parallèlement au sol afin d'assurer un cadrage optimal. En cas de terrain en pente ou d'arbres penchés, l'utilisation d'une cale en bois permet de corriger l'inclinaison, comme vous pouvez le voir sur cette photo de droite. Il est primordial que l'inclinaison du piège photographique soit adaptée à la configuration du terrain et à la position de l'arbre support. Vous voyez ici 4 différentes situations qui nécessitent des corrections différentes. Sur un terrain plat avec un arbre droit, aucune correction n'est nécessaire. En revanche, un arbre penché ou un terrain en pente nécessite, comme on l'a dit, l'ajout d'une cale afin de conserver une orientation parallèle au sol. Cette attention portée à l'inclinaison permet d'éviter les cadrages inadéquats et les déclenchements inefficaces. Une fois le piège installé, un test de cadrage est indispensable. Il consiste à faire se déclencher la caméra par un membre de l'équipe qui suit sur la piste animale. Ces images permettent d'évaluer la visibilité du site et d'ajuster si nécessaire l'orientation ou la hauteur de la caméra. Ce contrôle simple évite de découvrir trop tard des erreurs de cadrage lors de la récupération du matériel. Après l'installation du piège photographique, il peut être nécessaire aussi de dégager légèrement le champ de vision de la caméra. Les herbes hautes, lianes ou branches mobiles peuvent provoquer des déclenchements intempestifs. Il faut donc éclaircir légèrement les alentours. Ce dégagement doit toutefois rester minimal afin de ne pas modifier excessivement le lieu, car certains animaux pourraient réagir négativement aux zones trop perturbées. L'objectif est de limiter les faux positifs tout en conservant un environnement aussi naturel que possible. La végétation dégagée lors de l'éclaircie ne doit en aucun cas bloquer les pistes animales menant au site. Lorsque seules quelques branches ou feuilles sont concernées, elles peuvent être aplaties au sol. Sinon, il est recommandé de l'éloigner suffisamment derrière la caméra. Cette précaution permet de préserver les trajectoires naturelles des animaux et de limiter les perturbations du site. La protection du matériel contre l'humidité est un enjeu majeur, en particulier en milieu tropical. L'utilisation de sachets de silicagel ou de graisse de silicone permet de renforcer l'étanchéité du boîtier. Lors de l'installation, s'il pleut, il est conseillé de disposer d'un parapluie et d'une serviette afin d'éviter l'introduction d'eau à l'intérieur de l'appareil. En saison humide, la pose d'une feuille au sol, directement sous le piège photo, peut également limiter les projections de boue sur l'objectif ou sur le flash. Vous en voyez un exemple sur cette photo à droite.
Ensuite, il ne faut pas oublier le remplissage des fiches de terrain. C'est une étape essentielle du processus d'installation. Chaque piège photographique doit se voir attribuer un identifiant unique, enregistré à la fois sur la caméra, sur la fiche d'inventaire et dans le GPS. Les fiches permettent de consigner les informations clés liées au site d'installation, aux paramètres de la caméra et aux conditions environnementales. Cette rigueur documentaire est indispensable pour assurer la traçabilité des données et leur exploitation ultérieure. Avant de quitter le lieu d'installation, plusieurs vérifications finales doivent être effectuées. Il convient de contrôler les réglages de l'appareil et de s'assurer que le piège photographique est bien enclenché sur le mode ON. Une première photo test est généralement prise afin d'enregistrer la date du début de la période d'échantillonnage avec un panneau indiquant l'identifiant du piège, la date, l'heure et le site d'étude. Enfin, la position GPS réelle du lieu d'installation est enregistrée à la fois dans le GPS et sur le carnet de terrain afin de faciliter la récupération ultérieure du matériel. Vous pouvez ensuite vous diriger vers l'emplacement théorique suivant. Lors de la campagne d'échantillonnage, les pièges photographiques doivent rester sur le terrain suffisamment longtemps pour atteindre un effort d'échantillonnage minimal d'environ 1000 caméras jour par site étudié. Si vous avez 20 caméras, cela consiste en un déploiement sur une durée de minimum 50 jours. Si vous avez 2 fois plus de caméras, il vous faudra 2 fois moins de temps pour atteindre vos 1000 caméras jour. Une fois ce seuil atteint, une mission de récupération est organisée, mobilisant des ressources comparables à celles de l'installation. Attention, les cartes mémoire ne sont retirées des appareils qu'au retour au bureau afin de garantir la traçabilité des données. Le matériel récupéré est ensuite stocké dans un environnement sécurisé, sec et si possible climatisé afin de préserver sa durée de vie. L'information et la sensibilisation des populations locales peuvent s'avérer importants lors de la réalisation d'un inventaire par piège photographique. Il est important d'expliquer clairement l'objectif de l'étude, à savoir l'inventaire de la faune et non la surveillance des activités humaines. Les séances d'information organisées dans les villages permettent de renforcer l'acceptation locale du dispositif. Les périodes d'installation des pièges doivent être communiquées aux représentants des villages et cette démarche contribue à réduire les risques de vol ou de dégradation du matériel. Elle s'inscrit plus largement dans une approche participative, éthique et responsable de la conservation. Section 4. Alors, après avoir déployé les caméras trappes sur le terrain, nous voici maintenant arrivés à l'étape de traitement et d'analyse des données. N'hésitez pas à faire une petite pause de quelques minutes avant de reprendre. La gestion des données issues des pièges photographiques débute dès la récupération du matériel du terrain. Il est fortement recommandé de prévoir un disque dur externe dédié, complété par au moins un second support de sauvegarde. Un dossier principal est créé pour chaque inventaire et dans ce dossier, un sous-dossier nommé selon le site d'étude, puis subdivisé en sous-dossiers correspondant à chaque piège photographique. Les photos sont typiquement stockées sous un format JPEG et les vidéos sous le format MOV. Cette organisation rigoureuse est indispensable pour assurer la traçabilité des données et leur lien avec les informations collectées sur le terrain. Le traitement des données issues des pièges photographiques repose sur le visionnage des photos et vidéos brutes, puis sur l'assignation d'observations aux différents fichiers. On convertira donc une liste de photos ou de vidéos en un tableau, reprenant toutes les observations réalisées par l'ensemble des caméras. De nombreux logiciels existent pour faciliter cette étape en permettant d'encoder manuellement ou automatiquement des informations telles que l'espèce, le sexe, le nombre d'individus ou le comportement. Ces outils facilitent également l'exportation des données vers des logiciels d'analyse statistique. Le choix du logiciel dépendra des objectifs de l'étude, du volume de données et des compétences disponibles au sein de l'équipe. CameraBase est l'un des logiciels historiques de traitement des données issues de pièges photographiques. Il permet de gérer à la fois des photos et des vidéos et d'exporter de nombreux indicateurs standardisés tels que la liste des espèces détectées, le nombre de caméras jour par site
ou encore les fréquences de capture exprimées en nombre de détections pour 1000 caméras jour. Ce logiciel permet également de générer des graphiques de rythme d'activité et d'exporter les données vers des tableurs ou des logiciels d'analyse complémentaires. Il s'agit donc d'un logiciel qui permet de faire aussi des analyses sommaires. Vous voyez l'interface très intuitive de CameraBase. Ce type d'outil permet de standardiser le traitement des données et de limiter les erreurs liées à une gestion manuelle. Vous avez Timelapse, qui est un autre logiciel largement utilisé pour le traitement des données issues de pièges photographiques. Il permet de traiter des photos et des vidéos à travers des interfaces d'encodage personnalisables. Contrairement à CameraBase, Timelapse ne nécessite pas la duplication des données, ce qui peut représenter un avantage pour la gestion de très grands volumes d'images. Il constitue ainsi une alternative intéressante selon les besoins et les contraintes du projet. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'identification des espèces à partir de photos ou de vidéos n'est pas toujours facile. En dehors des espèces emblématiques, de nombreux mammifères terrestres présentent des critères morphologiques subtils, difficiles à distinguer sur des images parfois de qualité variable. Cette difficulté est particulièrement marquée en milieu tropical où la diversité spécifique est élevée. Des guides d'identification spécialisés constituent alors un appui précieux pour fiabiliser les déterminations. Je vous recommande à ce propos de consulter l'outil PhoneFac dont parlerons plus en détail à la fin de cette présentation. À l'heure actuelle, l'identification des espèces se fait encore majoritairement de manière manuelle. Toutefois, des outils basés sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont en cours de développement et pourraient bien révolutionner le traitement de données d'inventaire par piégeage photographique. Ces approches visent principalement à trier les images, détecter les faux positifs et assister l'utilisateur dans l'identification des espèces. Elles constituent une perspective prometteuse pour le traitement de volumes de données toujours plus importants. Ceci dit, les premiers modèles d'IA peinent encore pour l'identification d'espèces tropicales. Avant de parler d'analyse des données, il faut savoir que les communautés animales peuvent être décrites essentiellement à travers de 3 dimensions. Premièrement, la richesse spécifique. Elle correspond au nombre total d'espèces différentes présentes dans une communauté donnée. Dans nos exemples, il y a 6 espèces. Deuxièmement, abondance relative ou absolue. Il s'agit de la quantité relative de chaque espèce dans une communauté ou un site donné, ou du nombre absolu d'individus d'une espèce dans un site donné. Par exemple, on peut dire qu'il y a 5 fois plus d'éléphants que de gazelles dans la communauté 1, ou qu'il y a 3 fois plus d'hippopotames dans la communauté 2 que dans la communauté 1. Troisièmement, la composition, c'est non seulement la liste des espèces présentes dans une communauté, mais aussi la structure et interaction entre ces espèces. Par exemple, la présence de prédateurs, de brouteurs ou de pâtureurs. Pour estimer la richesse spécifique, on va regarder à l'effort d'échantillonnage. Il correspond au nombre total de jours cumulés d'inventaire, exprimé en caméras jour. Un seuil d'environ 1000 caméras jour par grille est généralement considéré comme suffisant pour détecter la majorité des espèces, à l'exception des plus rares. Les courbes de raréfaction, quant à elles, permettent de visualiser l'évolution de la richesse spécifique en fonction de l'effort d'échantillonnage. L'atteinte d'un plateau sur ces courbes est un indicateur d'un effort d'inventaire satisfaisant. Concernant l'estimation de l'abondance maintenant, l'estimation de l'abondance à partir de pièges photographiques peut reposer sur différentes approches méthodologiques. Le choix de la méthode dépend notamment de la possibilité ou non d'identifier individuellement les animaux photographiés de manière fiable. Lorsque l'identification individuelle est possible, des modèles dits de capteur-recapteur perceptron peuvent être utilisés. Dans le cas contraire, d'autres approches, telles que les indices d'abondance relative ou la modélisation de l'occupation, sont privilégiées. Notons toutefois qu'il est quand même possible d'obtenir des estimations de densité pour des espèces qui ne sont pas reconnaissables individuellement, comme on va le voir plus loin. Regardons d'abord le cas où les animaux photographiés appartiennent à des espèces qui peuvent être reconnaissables individuellement.
Les modèles de capture-recapture s'appliquent donc aux espèces pour lesquelles les individus peuvent être identifiés de manière fiable, par exemple grâce à des motifs de pelage distinctifs. Le principe repose sur l'observation répétée d'individus identifiés, permettant d'estimer la taille de la population. Ces modèles prennent en compte les individus présents dans la zone d'étude, mais jamais détectés. Ils constituent ainsi l'une des méthodes les plus précises pour estimer l'abondance, à condition de disposer d'un échantillonnage suffisant et d'une bonne connaissance de la zone étudiée. Il faudra notamment un minimum de 5 à 10 individus différents détectés pour que l'estimation soit fiable. Dans le cas de figures où ces animaux ont de très grands territoires, comme pour les léopards mâles par exemple, cela peut être compliqué de couvrir une zone d'étude suffisamment vaste avec nos pièges photos. Cette diapositive illustre des exemples d'identification individuelle à partir de pièges photographiques. Elle montre à la fois des cas d'identification sans ambiguïté du même individu, comme ici à gauche, ou d'individus différents, comme sur les photos de droite. Ces exemples soulignent l'importance de la qualité des images et de l'expertise de l'observateur pour l'application des modèles de capture-recapture. Lorsque l'identification individuelle n'est pas possible, l'abondance est souvent appréhendée à l'aide d'indices d'abondance relative. Mais il est aussi possible d'estimer les densités de population ou de modéliser l'occupation des espèces dans l'habitat. Concernant l'abondance relative, le principe suppose que la variation du nombre de détections, ou dans notre cas de photos, est proportionnelle à la variation de la taille de la population. Dans le contexte des pièges photographiques, l'indice le plus couramment utilisé est le nombre de détections indépendantes par espèce, rapporté au nombre de caméras jour de la campagne d'échantillonnage. On l'appelle en anglais le Relative Abundance Index. Cette approche est simple à mettre en œuvre, mais repose sur l'hypothèse assez osée d'une probabilité de détection constante dans l'espace et dans le temps. L'un des principaux écueils des indices d'abondance relative est la confusion entre abondance réelle et la détectabilité. En effet, une augmentation du nombre de détections peut refléter une population plus abondante, mais aussi un changement de comportement ou de mobilité des animaux. Afin de limiter ce biais, les analyses reposent généralement sur des événements de détection indépendants, séparés par un intervalle de temps prédéfini, souvent supérieur à 30 minutes. Malgré ces précautions, l'interprétation des RAI doit rester prudente. Concernant l'estimation de la densité, plusieurs approches méthodologiques récentes permettent de l'estimer directement à partir de pièges photographiques. Parmi celles-ci figurent le modèle de rencontre aléatoire, le modèle REST, l'approche distance sampling, ou encore des approches basées sur le temps ou l'espace jusqu'à l'événement. Ces méthodes nécessitent toutefois des hypothèses fortes et une mise en œuvre méthodologique ultra rigoureuse. C'est le cas notamment de la méthode Camera Trap Distance Sampling, ou CTDS, qui combine les principes du distance sampling avec l'utilisation de pièges photographiques. Cette méthode repose sur l'estimation de la distance radiale entre l'animal détecté et la caméra. Ces distances sont ensuite utilisées pour modéliser une fonction de détection et estimer la densité de population. La méthode CTDS permet ainsi d'exploiter des dispositifs de pièges photographiques pour produire des estimations quantitatives robustes sous réserve d'un protocole adapté. Mais elle reste laborieuse à mettre en place sur le terrain. Pratiquement sur le terrain, lors du déploiement des pièges photos, l'application de cette méthode est rendue compliquée par le fait qu'il faut calibrer ou étalonner chaque caméra pour qu'on sache déterminer au moment du visionnage des photos les distances entre la caméra et l'animal photographié. Vous le voyez sur cette photo de gauche, le chercheur a placé des marquages pour les intervalles de distance qui l'aideront à déterminer à quelle distance de la caméra l'animal est photographié. Bien entendu, ces marques au sol ne servent qu'au moment de l'installation de l'appareil et doivent être retirées pour éviter de perturber le passage de la faune. Ce processus est très laborieux et double, voire triple, la durée de mission nécessaire pour déploiement.
Parlons à présent de l'approche par la modélisation de l'occupation. La modélisation de l'occupation constitue une autre approche méthodologique largement utilisée. Elle prend explicitement en compte la détection imparfaite des espèces, c'est-à-dire les faux négatifs, et pourrait donc être interprétée comme un indicateur de pseudo-abondance. Le modèle proposé par Mackenzie et ses collègues est aujourd'hui la référence la plus couramment utilisée. Quand on parle d'occupation naïve, on vise simplement à obtenir une estimation de la proportion de la surface de la zone étudiée qui est occupée par une espèce donnée. Notons bien que la modélisation de l'occupation permet en fait une estimation conjointe de la probabilité d'occupation des sites ET, de la probabilité de détection des espèces sur le site. Qu'en est-il de la méthodologie d'échantillonnage et du traitement des données en vue de modéliser l'occupation? Les modèles d'occupation reposent sur des relevés répétés de plusieurs sites d'échantillonnage et sur une période relativement courte. C'est là où les pièges photographiques peuvent être utiles car ils nous permettent de collecter des informations sur la présence et l'absence des espèces. Pour chaque site, les données seront alors organisées sous forme d'une matrice représentant l'historique de détection d'une espèce donnée. Les lignes représentent les sites d'échantillonnage ou chaque caméra et les colonnes les différentes visites. Chaque cellule de la matrice indiquera donc si l'espèce a été détectée au moins une fois. Elle sera marquée alors par le chiffre 1 ou non détectée et marquée du chiffre 0. Rappelez-vous qu'une absence de détection ne signifie pas nécessairement une absence réelle de l'espèce, juste le fait qu'elle n'a pas été détectée. Sur l'exemple de matrice ici au bas de diapositive, on peut voir que notre espèce a été détectée ou photographiée lors de toutes les campagnes d'échantillonnage organisées sur le site 1, en vert. Par contre, sur le site 2, en orange, la caméra ne l'a photographiée qu'une fois. C'était lors de la deuxième campagne d'échantillonnage. Enfin, notre espèce n'a jamais été observée sur le site 3, qui est ici de couleur bleue. Alors, il y a plusieurs façons d'analyser ce type de données. Tout d'abord, la méthode la plus simple, l'occupation naïve. Elle correspond tout simplement au calcul de la proportion de sites où l'espèce a été détectée au moins une fois, par rapport au nombre total de sites échantillonnés. Ici, quand on parle de sites, on parle effectivement des sites où nous avons installé nos photopièges. Il s'agit donc d'une mesure globale sur l'entièreté de la zone d'étude lors d'une campagne donnée. Cette approche est simple et utile pour une première description de la distribution des espèces. En revanche, cette approche ne tient pas compte des espèces présentes mais non détectées. Elle doit donc être interprétée avec prudence, en particulier lorsque la probabilité de détection est faible, c'est-à-dire quand l'espèce en question est difficilement photographiée par nos caméras. Par exemple, soit parce qu'elle est de petite taille, qu'elle est parfois arboricole ou qu'elle est tout simplement cryptique. On peut également modéliser l'occupation. Les modèles d'occupation permettent d'aller un peu plus loin dans l'analyse en estimant explicitement la probabilité de présence réelle d'une espèce sur chacun des sites. Encore une fois, un site ici est une position où un échantillonnage a été réalisé. Par exemple, là où un photopiège a été placé. Les modèles d'occupation nécessitent d'estimer deux paramètres clés. Le premier est la probabilité d'occupation, notée psi, et qui représente la probabilité qu'une espèce occupe réellement un site donné. C'est le facteur écologique de l'équation. Le second est la probabilité de détection de cette espèce, notée P, qui correspond à la probabilité de la détecter lors d'une campagne d'échantillonnage quand celle-ci est réellement présente. C'est le facteur méthodologique de l'équation. Décomposons. Le petit i représente le numéro de chaque site d'échantillonnage. La probabilité de présence d'une espèce donnée sur un site i sera écrite L. Li est donc le produit de la probabilité d'occupation psi, multiplié par la probabilité de détection de notre espèce sur chaque site P, jusqu'à atteindre le nombre total de sites I. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. En vert, l'espèce est présente sur un site donné et elle est détectée à chaque fois qu'elle est présente sur ce site. Il s'agit par exemple d'une espèce très abondante et qui est facilement prise en photo par nos caméras.
En orange, notre espèce pourrait bien être bel et bien présente sur le site, mais n'est pas systématiquement détectée par les caméras. Ici, l'espèce n'a été détectée que lors de la première et la troisième campagne d'échantillonnage. Enfin, en bleu, nous n'avons jamais détecté l'espèce au cours d'aucune des campagnes d'échantillonnage, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est absente. Ça peut également vouloir dire que nos caméras ne l'ont jamais photographiée. Nous avons donc une équation qui prend en compte le fait que l'espèce peut être effectivement présente sur le site, mais jamais détectée. Le facteur P que nous multiplions par le facteur P6 pour la probabilité que l'espèce soit en réalité vraiment absente tout simplement. Mais encore faut-il que nous soyons en mesure d'estimer ces facteurs de probabilité. Des logiciels tels que le logiciel Presence permet de calculer ces probabilités sur base des données d'une campagne d'échantillonnage. Enfin, il est également possible d'estimer la probabilité de présence d'une espèce sur l'ensemble de la zone d'étude. Cela est particulièrement utile pour se faire une idée de la dynamique des populations et de phénomènes de colonisation par une espèce ou d'extinction de celle-ci. Pour cela, il suffit d'amalgamer les probabilités de présence de chaque site en faisant la somme des probabilités de présence de chaque site et de chaque saison. Après la mesure de la richesse spécifique d'un écosystème, tout ce qu'on vient de voir concernait des mesures de l'abondance d'une espèce donnée dans cet écosystème. Nous allons maintenant voir d'autres façons de caractériser une population animale. Rappelez-vous que les communautés animales peuvent être décrites également au travers d'une troisième dimension, sa composition en termes d'assemblage des espèces. On va donc parler ici de diversité. La composition des communautés animales peut être analysée à travers différents niveaux de diversité. La diversité alpha correspond à la diversité des espèces au sein d'une communauté donnée ou d'un site donné. C'est le nombre d'espèces qu'on trouve dans un site donné. On l'appelle aussi la diversité locale. La diversité bêta décrit quant à elle ce qui change quand on compare deux endroits. C'est la variation de composition des espèces entre différentes communautés. En clair, si deux sites se ressemblent beaucoup, la diversité bêta sera faible. S'ils sont très différents, la mesure de la diversité bêta sera élevée. C'est une mesure de turnover écologique. Et enfin, la diversité gamma représente la diversité totale d'espèces à l'échelle d'un paysage ou d'une région. C'est la richesse régionale en espèces. Pour mieux comprendre, prenons une analogie très simple. Imagine des bibliothèques. Alpha sera nombre de livres dans une bibliothèque. Bêta, la différence de livres entre deux bibliothèques. Et gamma sera nombre total de livres dans toutes les bibliothèques réunies. Donc on peut résumer le lien en disant que gamma dépend de alpha et de bêta. Si chaque site a beaucoup d'espèces, alpha est élevé, et que chaque site est très différent des autres, bêta est élevé. Alors la diversité régionale gamma sera très élevée. Attardons-nous à présent sur la diversité bêta. La diversité bêta peut être décomposée en deux composantes principales, le turnover qui correspond au remplacement d'espèces entre sites, tandis que le nestedness reflète une perte ou un ajout d'espèces sans remplacement. Cette décomposition sur cette diapositive permet de mieux comprendre les processus écologiques structurant les communautés. Nous avons ici jusqu'à 12 espèces représentées par ces étiquettes portant des numéros. Nous avons plusieurs cas de figure, ce sont ces encadrés marqués des lettres A à D. Dans chacun de ces cas de figure, nous avons 3 communautés animales, 3 sites ou 3 campagnes d'échantillonnage. Dans le cas de figure A, vous voyez qu'en passant du site A1 à A3, nous n'avons graduellement perdu des espèces. C'est donc au niveau de la composante nestedness que nous allons observer des changements. Par contre, dans le cas de figure B, nous avons maintenu le nombre total d'espèces en présence, 6 espèces dans les 3 sites. Mais les espèces 4, 5 et 6 ont été remplacées tantôt par les espèces 7, 8 et 9 ou 10, 11 et 12. Il y a donc un changement dans la composition spécifique des 3 sites. C'est la composante turnover qui sera affectée. Dans le cas de figure C, nous avons les deux phénomènes qui s'observent, une perte d'espèces entre le site C1 et les deux autres, ainsi qu'un remplacement d'un assemblage d'espèces entre les sites C2 et C3.
Et pour finir, le cas de figure D nous montre comment des espèces peuvent disparaître tout en étant graduellement remplacées les unes par les autres, jusqu'à réduire la richesse spécifique et donc le nombre total d'espèces présentes. Ces notions sont couramment utilisées pour comparer des zones soumises à des niveaux de perturbation différents. Rassurez-vous, les analyses de diversité bêta sont aujourd'hui largement facilitées par des outils statistiques dédiés. Elles permettent d'identifier des gradients écologiques, des ruptures de composition ou des effets de gestion. Dans le cadre des inventaires par piège photographique, ces analyses offrent une lecture synthétique et complètent efficacement les analyses centrées sur les espèces prises individuellement. Si vous souhaitez voir un exemple concret d'une application du calcul de ces indicateurs, je vous suggère de lire l'article scientifique de Simon Loest et ses collaborateurs publié en 2020. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir le contenu de cette publication. Voilà, nous arrivons doucement à la fin de cette formation. Toutes ces analyses peuvent vous paraître très intimidantes. Heureusement, série d'outils sont à votre disposition pour vous faciliter la vie. Je vous en parle dans cette section numéro 5, mais avant cela, n'hésitez pas à faire une petite pause de quelques minutes si vous en avez besoin. Voilà, nous reprenons avec cette toute dernière section de notre exposé sur le piégeage photographique. Comme je venais de vous le dire, afin de vous faciliter la vie et l'analyse des différents paramètres que nous avons vus, nous vous mettons à disposition une série d'outils. Ces outils vont vous permettre non seulement de planifier un inventaire phonique par piégeage photographique, mais aussi d'identifier les espèces que vous aurez photographiées et enfin d'analyser les données issues d'une campagne d'échantillonnage par piégeage photographique. Nous avons réuni toutes ces informations dans un seul endroit. Il s'agit de PhoneFac. C'est une plateforme en accès libre qui réunit des informations très utiles pour la mise en place d'inventaires de la faune sauvage africaine. Il s'agit donc d'un site web qui vous explique en détail chaque étape d'un inventaire phonique. Cette plateforme se présente donc comme une boîte à outils méthodologique destinée aux étudiants, aux chercheurs et aux professionnels de la gestion des ressources naturelles. Même s'il est vrai que vous trouverez beaucoup d'informations sur les inventaires par piège photographique sur cette plateforme, vous trouverez également des informations sur deux autres nouveaux outils méthodologiques, à savoir l'utilisation des capteurs acoustiques et celle de l'ADN environnemental. Par contre, vous n'y trouverez pas d'informations concernant la méthode d'inventaire distance sampling, car de nombreux sites dédiés existent déjà sur le web. Vous avez ici le lien vers le site web de PhoneFac et si vous le désirez, vous pouvez également scanner le code QR qui s'affiche ici pour être redirigé vers cette page. Quand vous irez sur le site de PhoneFac, vous verrez que la plateforme propose d'une part des fiches techniques dédiées à l'élaboration de grilles d'inventaire et d'autre part des fiches d'identification des espèces animales d'Afrique centrale. Comme je viens de le mentionner, la plateforme PhoneFac met également à disposition des guides d'identification des espèces de mammifères d'Afrique centrale sous la forme de fiches. Ces guides sont spécifiquement conçus pour l'interprétation des images issues de pièges photographiques. Ils contribuent à fiabiliser les identifications et à limiter les erreurs lors de l'encodage des données. Ces fiches le sont toutes conçues selon la même structure afin de vous permettre de comparer les mêmes informations entre différentes espèces. À titre d'exemple, si vous cliquez dans la liste sur l'espèce Céphalophe à front noir, vous aurez instantanément accès à des exemples de vidéos prises par piège photographique de cette espèce. Cela vous permettra de comparer vos propres images à ces images de référence pour vérifier de la précision de vos identifications. En plus des vidéos, vous aurez également accès à une fiche descriptive complète de l'espèce. Ce qui me paraît très utile était la partie de la fiche concernant les confusions possibles avec d'autres espèces. À terme, PhoneFac a vocation à intégrer des informations plus détaillées sur d'autres méthodologies d'inventaire. Des modules consacrés à l'ADN environnemental et aux capteurs acoustiques existent déjà,
mais sont toujours en cours de développement. Voyons maintenant un autre outil qui est mis à votre disposition. Il s'agit de l'outil d'analyse de données issu d'une campagne d'échantillonnage par piégeage photographique, Eurecam. Tout d'abord, une chose importante à comprendre est que l'analyse des données d'une campagne de piégeage photographique ne se fait pas à partir des photos elles-mêmes, mais bien à partir d'un tableau de données comme celui-ci. Il reprend notamment l'espèce identifiée sur une photo, la date et la caméra qui a pris la photo. Comme on l'a dit plus tôt, ces tableaux de données sont réalisables à partir de logiciels tels que Camera Base ou Timelapse, qui servent au traitement des données provenant d'inventaires par piégeage photographique. Eurecam est une application développée pour l'analyse des données issues d'inventaires par piège photographique. Il s'agit d'une application gratuite, accessible en ligne, reposant sur l'environnement AirShiny. Il ne faut rien télécharger, tout se passe directement à partir d'un site web. Pour accéder à cette application, soit vous passez par PhoneFac et allez directement sous l'onglet « Analyse de données » de la méthode du piégeage photographique. Soit vous pouvez tout simplement mettre cette vidéo en pause et scanner ce code QR. Une fois les données correctement formatées et chargées, Eurecam propose plusieurs analyses standardisées adaptées aux besoins des gestionnaires et des chercheurs. Eurecam permet tout d'abord une description globale des communautés animales, incluant des comparaisons d'efforts d'inventaire et de richesses spécifiques. Il propose également des analyses espèce par espèce, portant sur les taux de détection et les rythmes d'activité. Enfin, l'application offre des outils de visualisation spatiale de la richesse spécifique au sein du dispositif d'inventaire, ce qui sera utile à bon nombre de gestionnaires d'espaces forestiers. Je vous recommande de télécharger la note d'utilisation qui regorge d'informations techniques détaillées sur la façon dont ces analyses sont effectuées. Je vais maintenant passer en revue les quelques fenêtres de l'application Eurecam. Eurecam est compatible avec les tableaux de données issus de plusieurs logiciels d'identification, tels que Camera Base ou Timelapse, comme nous l'avons dit plus tôt. Avant de commencer les analyses de ces tableaux, il vous faudra les charger dans l'application. Il vous faudra aussi fournir d'autres informations de base sur votre zone d'étude et sur les caractéristiques de l'inventaire, telles que le système de projection géographique utilisé pour les cartes ou le statut de protection des espèces de votre liste. Parmi les analyses de base proposées par Eurecam figure le calcul d'un indice de présence humaine et d'un indice de détection d'espèces. Celui-ci peut même être subdivisé en fonction de l'heure du jour ou de la nuit. L'application permet également de produire les fameuses courbes de raréfaction, utiles pour évaluer l'effort d'échantillonnage et la richesse spécifique. Eurecam permet aussi de calculer des indices d'abondance relative, ou RAI, et de faire une estimation d'occupation spatiale naïve. Les résultats peuvent être explorés par espèce ou par site, facilitant les comparaisons. Et ce n'est pas tout. L'un des points forts d'Eurecam réside dans la visualisation graphique des résultats. L'application permet en effet de représenter les abondances relatives, l'occupation spatiale et les rythmes d'activité des espèces de manière très visuelle. Ces visualisations facilitent la communication des résultats auprès de publics variés et peuvent notamment servir à alimenter des rapports techniques. Enfin, l'application Eurecam offre également des outils de cartographie. Elle permet notamment de constituer des cartes de répartition. Et on peut sélectionner uniquement certaines espèces ou amalgamer, par exemple, les résultats de toutes les espèces menacées pour identifier les hotspots de diversité. Ces cartes constituent un support précieux pour la gestion adaptative et la priorisation des actions de conservation. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cet exposé. Cet exposé avait pour but d'illustrer le rôle central des pièges photographiques dans les dispositifs modernes de suivi de la biodiversité.
L'ensemble des outils qui ont été présentés visent à transformer des données brutes issues de pièges photographiques en informations directement exploitables. Néanmoins, rappelons-nous que leur efficacité repose sur le respect et la rigueur dans chacune des étapes du cycle, depuis une planification rigoureuse et la mise en œuvre méthodique de la campagne d'échantillonnage jusqu'à l'analyse adaptée des données. Je vous remercie pour votre attention durant cette formation et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur l'adresse qui s'affiche ici. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne continuation dans tous vos projets.